Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire Préface. Merci pour vos mails, merci pour vos encouragements. D'ailleurs, l'équipe vous dit merci. La littérature est un vaste champ. Elle contient des genres comme le roman, le théâtre, la littérature d'idées que l'on appelle aussi l'essai et la poésie. Mais parmi ces 4 genres que je viens de citer, il y en a un qui a souvent suscité l'adhésion ou l'engouement, c'est la poésie. Dans la Grèce antique, cette poésie était souvent chantée et dansée. C'est un moyen d'exprimer ses émotions, ses sensations, de transporter aussi vers d'autres mondes. Mais elle peut être aussi un moyen de dénoncer les déficiences sociales ou politiques. Ou encore, elle peut avoir une simple fonction esthétique et ludique. Le langage poétique est différent du langage quotidien. S'il est vrai que celui-ci observe un certain nombre de règles, néanmoins, il crée et réinvente à la fois le langage et le monde. Léopold Sédar Senghor, un des fondateurs du mouvement de la négritude, a dit ceci : « La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde ?» Charlie Chaplin, immense acteur et réalisateur qu'on ne présente plus, quant à lui, a dit la chose suivante : « La poésie est une lettre d'amour adressée au monde. » Ces 2 citations pourraient parfaitement correspondre à notre invitée du jour. Femme passionnée et engagée pour sa famille et son pays d'origine, la terre de René Maran, de Gontran Damas, de Serge Patient et de Christiane Taubira, tout comme son pays d'adoption, la Guadeloupe, qu'elle a choisi depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas la femme politique, parce qu'effectivement, notre invitée a aussi été une femme politique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la femme politique que nous recevons. Nous recevons l'autrice, mieux, la poétesse. En effet, en avril 2021, notre invitée a publié son premier recueil poétique intitulé « Résilience Tcho », paru aux éditions Nègre-Marron, dont la préface a été rédigée par Christiane Taubira. Et au mois de décembre, elle a sorti un projet fou dont elle vous parlera dans quelques instants, qui s'appelle La Voix des Marrons. J'ai l'immense plaisir de recevoir Patricia Triplet. Bonsoir Patricia. Bonsoir Laure. Alors en fait, je pense que tu as déjà dû voir peut-être 1 ou 2 émissions. Le principe de cette émission, c'est une conversation. Alors c'est vrai que je vais te poser quelques questions et tout, mais ça restera néanmoins une conversation. Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait une succincte présentation de toi, mais j'aimerais que, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, ou peut-être pas suffisamment, que tu te présentes un peu plus et que tu nous dises un petit peu qui tu es. D'accord. Donc, je suis guyanaise, comme tu l'as dit. Je suis arrivée en Guadeloupe en 2019 pour occuper des fonctions de directrice d'un pôle d'innovation axé dans la transition énergétique et écologique. Mais j'ai un parcours professionnel assez riche puisque j'ai travaillé dans différents domaines jusqu'à arriver en Guadeloupe. Et je suis une passionnée des réseaux sociaux. J'y suis constamment présente depuis un peu plus de 10 ans. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à écrire, à produire sur les réseaux sociaux. J'ai commencé d'abord par des textes engagés. Et puis, au fur et à mesure, par rapport aux événements qui certainement m'ont beaucoup touchée, j'ai commencé également à publier des poèmes. Je pense que avec le recul, je pense que ces poèmes m'ont permis, en fin de compte, ont été une certaine thérapie pour moi. D'accord. Et pendant toutes ces années, je n'ai fait que ça, ces 10 dernières années, écrire. Donc au bout d'un moment, il fallait se décider et à publier. À publier, voilà. Alors j'ai constaté effectivement que tu aimes écrire, hein, parce que je te suis déjà depuis quelques années sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu que tu as choisi la poésie. Donc je sais que la littérature tient une grande place dans ta vie, mais j'ai constaté que particulièrement la poésie a une place de choix dans ton cœur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Pourquoi la poésie ? Et la poésie, parce que je pense que j'aime beaucoup lire depuis toute petite.
J'ai choisi aussi, au lycée, j'avais choisi une section littéraire. D'accord. J'ai toujours été passionnée par l'écriture, par la lecture. Mais quand j'ai commencé à connaître nos poètes, en premier, Léon Gontran Damas, qui est donc un grand poète guyanais. Je me suis dit, mais on a des auteurs comme ça qui existent, parce que quand on est à l'école, oui. J'avais commencé à aimer Baudelaire, tous les autres poètes. Bien sûr, Hugo, Lamartine. En fin de compte, je pense que c'était vraiment la passion des mots. Je trouvais les mots beaux, au-delà de les comprendre, et c'était la beauté des mots en fin de compte au début. Et je pense que ça a été un peu l'élément qui m'a déclencheur. Qui m'a orienté plus sur de la poésie que sur des romans ou autre chose. Et donc j'ai découvert ensuite nos poètes à nous, sud-américains et caribéens. Et je me suis dit, avec la jeune femme que je devenais après, c'est-à-dire cette envie de participer à la vie active à travers les questions politiques, parce que je pense que ça reviendra souvent dans notre discussion. Je me suis dit, mais il y a des poètes qui arrivent à parler d'engagement. Absolument. Des questions qui nous préoccupent, telles que le colonialisme, oui. et qui peuvent écrire aussi, qui peuvent aussi parler d'amour. En fin de compte, on peut parler de tous les sujets, de sujets graves, comme de sujets légers, voilà, oui. et de sujets légers, et en utilisant la beauté du mot. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a touchée. Je pense que j'ai pas encore écrit de roman, mais je pense que la poésie, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est de la musique, c'est de la peinture. C'est-à-dire qu'on est sur une inspiration qui va être non pas éphémère, mais qui va pas durer longtemps en fin de compte. Tu vois l'image ? Oui, tout à fait. Et cette inspiration, une touche comme ça, mais c'est une touche d'émotion. Exact. Et du coup, qui émane de notre imagination, mais donc qui devient une inspiration. Et quand on écrit les mots, ensuite on prend, en tout cas pour ma part, j'écris des mots, et ensuite je vais retourner sur mon texte pour pouvoir après vraiment choisir le mot qui va aller le plus juste, le plus beau, et pour avoir cette musicalité. Et une fois qu'on a trouvé et qu'on se dit, bon, voilà, là, je tiens vraiment le bon texte, c'est l'émotion. Tu vois, l'émotion comme quand tu écoutes Shadé, par exemple, ma chanteuse préférée, absolument. Et que tu as les poils comme ça, et que tu vas avoir les larmes aux yeux, et puis tu sais pas expliquer pour toi, parce que c'est une émotion qui remonte. Et le tableau, tu vas regarder le tableau d'un artiste, c'est la même chose. Exactement. Tu as une émotion. C'est ce que j'aime. En fait. Alors, c'est ce que j'aime dans la poésie. Qu'est-ce que j'aime aussi dans la poésie ? J'ai découvert ça également avec les réseaux sociaux, et maintenant avec mon ouvrage qui a été publié. C'est justement quand tu as le lecteur en face de toi. Toi, tu es parti en fin de compte d'une idée. Tout à fait. D'une émotion qui t'est propre. Et ensuite, quand tu partages en fin de compte ton poème, tu as 10 000 interprétations. Absolument. Et ça, une appropriation en fait. Voilà, tout à fait. Et ça, je trouve ça, moi, ça m'émerveille. Je suis plus, je pense, émerveillée parce que les autres me disent le retour de leur compréhension de ce que j'ai écrit. Et par rapport à ce que moi j'ai voulu dire. Parce qu'à chaque fois qu'on me fait un retour, c'est toujours un ton avec beaucoup d'émotion. Tout à fait. Mais une émotion qui est différente de la mienne. Et du coup, c'est pour ça que j'aime la poésie.
Je te remercie beaucoup. Donc, en fait, tu as déjà répondu à certaines questions que je voulais te poser. Et c'était effectivement que t'apporte à toi l'écriture. Parce que là, effectivement, tu nous dis pourquoi. Mais quand toi, tu écris, qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que ça fait à Patricia d'écrire? Moi, je pense que ça m'a fait. J'écris. Je griffonnais des petits poèmes quand j'étais ado. Donc Oui. déjà, j'aimais ça. Mais je pense que du coup, entre aimer et au bout d'un moment, quand on est conscient de certaines choses, par exemple de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que quand on est touché par les injustices, Exact. quand on est touché par nos propres des épreuves qu'on traverse, je pense que tout ça m'a donné envie. Ça m'a pas donné envie d'écrire. J'ai commencé à écrire sans m'en rendre compte en fin de compte parce que j'étais meurtrie. Et je me suis rendu compte finalement, avec le temps, que j'écrivais beaucoup parce que du coup, c'était une espèce de thérapie pour moi. De consolation. Ça me permettait en fin de compte de construire ma résilience parce que je pense que quand on a une espèce de mal-être, à un moment donné, quand notre esprit est focalisé sur quelque chose, ça nous procure du bien. Absolument. Donc moi, c'est dans l'écriture, parce que l'écriture, ça occupe mon esprit, c'est l'inspiration, je pars dans un monde imaginaire. Et en fin de compte, je parle aussi de toute la révolte que j'ai, en fin de compte, tout ce que j'intériorise par rapport à ma colère. Tout à fait. C'est par l'écriture. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les êtres humains. Surtout quand j'ai commencé à faire de la politique, quand j'ai commencé à comprendre que j'étais une femme et qu'il fallait se battre dans cette société, quand j'ai commencé à comprendre comment dire ça, on ne nous autorisait pas à réfléchir par nous-mêmes par rapport à la situation politique. Exact. Voilà. Et donc, dans mes engagements politiques, je me suis dit à un moment donné, il faut que je le dise d'une autre façon. Comment je peux contribuer sans avoir en face de moi un drapeau, etc. Ou un être humain avec qui je vais m'opposer. Je pense que je peux m'opposer à travers des mots. Moi, ça me va très très bien. Et je participe en plus exactement. À l'évolution de notre société. Tu n'opposeras pas, comme font beaucoup de gens, politique et poétique, et poésie en fait. Moi, je trouve ça peut être complémentaire. Voilà, j'avais écrit un texte d'ailleurs parce que j'écris également des textes politiques. D'accord. Et puis j'avais écrit un texte sur justement la politique et la politique. Moi, je trouve et la poésie, pardon. Je trouve que c'est complémentaire. Je trouve qu'on a besoin de poésie. Pourquoi, selon toi? Parce que alors, j'ai envie de commencer par des exemples. Vas-y. J'ai envie de commencer par des exemples. Quand tu vois des personnes, des charismatiques pour moi, des personnes qui ont occupé l'espace politique, qui ont mené des combats politiques, je pense qu'ils ont été à ce niveau-là parce que justement c'était des grands poètes. La poésie, elle s'écrit, mais elle se vit et elle se dit. Si on prend l'exemple de Che Guevara, si on prend l'exemple de Mandela, quand tu vois à travers les textes toute la poésie qui est dégagée, je trouve qu'on devrait prendre exemple justement, nous, dans nos engagements politiques, de pouvoir s'ouvrir justement à ces émotions. On s'interdit, tu sais, on devient dur quand on est militant. Exact. Peut-être parce que justement, est-ce que justement on n'a pas tendance à confondre la politique, cette chose noble en fait, qui porte des idéaux très élevés,
et la politique politicienne? Parce que moi j'ai le sentiment que c'est la politique politicienne qui nous rend aigris, amers, alors que comme tu dis, tous ces hommes dont tu as parlé, que ce soit Mandela, etc., eux ils ont une idée de la politique qui est une idée noble, une idée élevée, une idée où justement on voit que le genre humain prend sa place, mais dans tout ce qui peut être agréable. Et j'ai l'impression au contraire que la politique politicienne, elle enlève, elle balaye tout ça. Est-ce que tu n'as pas cette impression-là? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. On s'en rend compte quand justement on a certains hommes et femmes politiques qui ont, à travers leur discours et leur manière d'être, tu sais, beaucoup d'amour pour l'être humain. Exact. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, ils sont pris pour des illuminés. Voilà, exactement, ouais. Des utopistes. Exact. Tu vois. Et mais ils sont dans le vrai en fin de compte, parce que la politique en fin de compte, c'est quoi? C'est de créer un environnement de bien-être et de bien-vivre pour l'être humain. Pour tous les hommes. Si tu n'as pas d'amour, je veux dire, bon, si tu n'as pas d'amour pour ton prochain, voilà, non, mais c'est pour ton prochain, tout à fait. Comment tu peux construire, avoir une vision politique et derrière construire un programme politique, idéal. Tu vois, un idéal. Je prends l'exemple par exemple de Madame Taubira. Tu as vu dans ses discours. Ah oui, la poésie est systématiquement présente. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas d'elle quelqu'un de moins bien, j'ai envie de dire, de moins femme politique? Je ne vais pas dire politicien, parce que pour moi, politicien, c'est quelque chose de... C'est autre chose. Je parle vraiment de personnes qui pratiquent vraiment de la politique. Je trouve que c'est dommage dans le monde dans lequel on vit, qu'on s'interdise des émotions. Oui. Et à travers ces émotions, l'amour qu'on peut avoir pour les siens. Et quand on est justement un personnage, une personnalité médiatique, exact. Donc en plus on parlait de politique, on a besoin d'avoir l'amour de son peuple. Je crois. Et dans l'amour de son peuple, c'est pas uniquement, tu vois, dans les discours qu'on entend. Moi, je pense que ceux qui m'ont marqué, c'est parce que justement, j'ai trouvé dans leur discours beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, de bien vivre, et en plus avec des jolis mots. Exact. Avec le fait de ne pas avoir peur d'exprimer qu'ils aimaient la culture, qu'ils aimaient la peinture, qu'ils aimaient la lecture, tu vois. Donc je pense que c'est tous ces... Je pense que oui, c'est pas que ça soit compatible. Je pense que c'est vraiment... Ça coule de source presque. Ça coule de source, tu vois, d'être poétique et politique. Absolument. Et en même temps, pour ceux qui ne sont pas dans un engagement politique, la poésie, on peut avoir de la poésie engagée. Exact. Si on prend l'exemple toujours de Léon Gontran Damas, qui est mon auteur préféré. Exact. Mais il y a des messages avec des beaux mots qui sont quand même des messages durs. Nous avons effectivement dans notre littérature antillaise, caribéenne et guyanaise des exemples, que ce soit avec Guy Tyrolien, on a tendance à l'oublier, mais Guy Tyrolien a des textes très engagés aussi, évidemment Césaire, évidemment Damas, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, la politique et la poésie, on ne devrait pas les opposer. Et peut-être, qui sait, le monde aurait été différent, j'en sais rien. Patricia, j'ai envie de parler d'un sujet qui peut être un peu douloureux. Est-ce que tu veux qu'on en parle rapidement ? On prendra le temps qu'il faudra. Voilà, donc un événement brutal, douloureux a frappé ta vie et les tiens. Est-ce que l'écriture poétique a été un soutien à ce moment-là ? Oui, je pense, c'est pour ça que je te disais bien avant. Je m'en suis rendu compte finalement. Je m'en suis pas rendu compte de suite. Parce que je disais que ça faisait une dizaine d'années que j'écrivais que j'écrivais, ça fait même plus de 10 ans que j'écrivais, mais que je publiais sur les réseaux sociaux. Et je pense que j'ai avant puisqu'on va parler de Benoît, oui. Mon fils qui est décédé, avant le décès de Benoît, j'ai eu quand même des épreuves compliquées avec la mort. Je veux dire, ça a été une réalité brutale. Très présente dans ta vie.
j'étais déjà très jeune. J'ai perdu, avant de perdre Benoît, j'ai perdu mon frère de manière terrible. J'ai perdu ma mère, pour qui j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et une complicité immense. J'ai perdu mon père, je me suis retrouvée orpheline. Et puis je me suis dit, mais tout ça, c'est derrière moi, parce que voilà, ce sont des épreuves. Et puis, je commençais déjà à écrire. Mais je ne savais pas, en fin de compte, que je faisais déjà un pas sur... en fin de compte, j'étais dans ma thérapie, en fin de compte. Tout à fait, exact. Et j'étais... Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été très productive avant le décès de Benoît. Et après, quand il est tombé malade, puisque Benoît est mort d'un cancer, j'avais déjà beaucoup écrit. Et donc, en fin de compte, Benoît, ce qu'il a fait, c'est que pendant toutes ces années où j'écrivais et je publiais sur les réseaux sociaux, j'ai eu vraiment énormément de messages de personnes qui me lisaient, parce que du coup je suis suivie. Tout à fait. J'avais eu très régulièrement des messages: mais quand est-ce que vous publiez? Quand est-ce que tu publies? Mais c'est pas possible, publie. J'ai été contactée par 2 maisons d'édition et je disais à chaque fois: mais non, je suis pas prête. Et puis Benoît, ces 2 dernières années avant de partir, je suis restée donc à ses côtés pendant 2 ans. J'ai arrêté de travailler. Et donc on était tous les jours ensemble, du matin au soir. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Conversation d'une mère et de son fils sur tous les sujets. Et il savait à quel point j'étais passionnée par l'écriture. Il lisait mes poèmes. Et donc avant de partir, il m'a dit: écoute, là, il y a 2 ou 3 promesses là. Il y a 2 ou 3 promesses à tenir. Et la première, il me dit: oui, ça serait vraiment bien que tu me promettes de publier tes poèmes. Donc je lui dis: oui, je te promets. Mais pour moi, Benoît, il ne devait pas partir. Donc, et puis voilà, il est parti. Et du coup, je me suis dit: c'est vraiment la première promesse que je dois tenir à Benoît. Donc je suis partie sur une compilation de poèmes que j'avais publiés sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas tous mis. Oui, effectivement. Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit: ça va être mon premier ouvrage. Bon, je suis connue sur les réseaux sociaux, mais en général, quand on débute comme ça, une carrière d'auteur, on reste humble et on se dit: bon, allez, 30, 40 poèmes pour un premier recueil, c'est bien. Et puis j'en ai beaucoup discuté avec Madame Taubira, qui a préfacé mon livre, et elle m'a dit: mais écoute, déjà c'est une promesse que tu tiens à Benoît, qu'est-ce que... Bon, t'as rien à perdre. Absolument. Si tu veux publier, pour moi, une centaine de poèmes, c'est bien. Il faut le faire, parce qu'elle m'a dit: on ne peut pas passer à côté de certains. Exact. On ne peut pas passer à côté de certains poèmes. Et puis je me suis dit: allez, passant, comme elle le met dans la préface, passant, parce que 96, voilà. C'était fait exprès, j'en ai retiré quelques-uns, ça a fait 96. Et je me suis dit: comme ça, il y aura une suite à ce recueil. D'accord. Donc, Patricia est déjà en train de nous donner un indice. Il y a la suite. Alors, tu as effectivement tenu cette promesse, puisque voilà, Résilience Cho. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça a été difficile de passer donc de l'écriture à la publication? Parce que on sait que même si on publie sur les réseaux, c'est une chose, mais faire l'acte de contacter une maison d'édition, tout ce parcours, est-ce que tu as eu des doutes à certains moments? Est-ce que tu as eu envie de faire marche arrière, ou une fois qu'on t'a dit OK, tu es allé jusqu'au bout, sans faille? Alors écoute, j'ai tenu la promesse à Benoît, et quand je suis venue m'installer ici en Guadeloupe, parce que Benoît est décédé, et je me suis dit en 2018, fin 2018, je me suis dit: je peux plus. J'étais restée 2 ans à Bordeaux, à ses côtés, parce qu'il se faisait soigner à Bordeaux, et puis j'ai pas voulu repartir en Guyane. Et je me suis dit: il faut que je sois tout près de la Guyane malgré tout. Et donc je suis venue m'installer en Guadeloupe, que je ne connaissais pas, donc je suis venue avec mes 2 valises.
Et je suis tombée en amour pour ce pays. C'est génial. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je pose mes valises, voilà, je devais prendre mes marques, surtout au niveau de mon travail. Tout à fait. Et puis après, je me suis dit, bon, là, je suis posée, maintenant, il y a la promesse de Benoît. Et le truc, c'est que moi, je me lance constamment des défis. Et une fois que le défi est lancé, je vais jusqu'au bout. D'accord. Et puis, je n'aime pas les choses simples. Pourtant, ça me ferait vraiment beaucoup de bien de vivre. Autant je vis avec simplicité, mais autant dans ce que tu dois je faire. pars sur des projets où je me dis, bon, on pourrait se contenter de ça. Mais j'ai toujours besoin de voir plus. Et d'ailleurs, on en parlera quand on parlera de l'audiobook, parce que du coup, je suis tombée sur quelqu'un en me disant quoi, non, arrête, non, la personne... Tout à fait, exactement. On va parler de Manique. Elle m'a dit mais oui. Donc, mais ça permet en fin de compte de donner de la grandeur à ce que l'on fait. Et on a besoin de ça. Quand je dis on, je parle de nous, tout à fait. De Guadeloupéens, de Guyanais, de Martiniquais. On a besoin aussi de ça. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que une fois, je me suis dit, je vais sortir le livre, mais je ne veux pas que ce soit des maisons d'édition françaises, hexagonales. Donc, je suis en Guadeloupe, parce que mon premier choix, ça avait été une maison d'édition en Guyane. Mais je me suis dit, je suis en Guadeloupe, je vais rester en Guadeloupe, donc il faut que ça soit une maison d'édition guadeloupéenne. Mais je ne suis pas connue. Donc, j'avais choisi les éditions Nègre Marron. Pour le nom. Oui, et puis je m'étais renseignée, je me suis dit oui, il faut que ça soit cette maison d'édition qui me publie. Donc à l'époque, j'avais envoyé des messages, et puis je pense que Didier, mon éditeur, devait être très occupé, parce que c'est vrai que c'est pas facile, effectivement, ils sont très sollicités. Voilà, ils sont très sollicités. Je n'ai pas assisté au début, et puis j'avais pas eu de retour. Et ensuite, je me suis retrouvée en Guyane, et je parlais du livre à publier avec du coup ma famille, qui est vraiment une tribu. D'accord. Et puis je leur ai dit, bon là on est confinés, enfermés, moi je vous propose, on fait un clip poétique sur un de mes poèmes, et ça va être ma carte de visite auprès des maisons d'édition. Alors, voilà. On va s'arrêter là, on va reprendre tout à l'heure cette conversation très très intéressante. Il y aura donc tout à l'heure, dans quelques secondes, la coupure pub, et on se retrouve tout à l'heure avec Patricia Triplet pour son recueil Résilience Cho. Nous retrouvons donc notre autrice, Patricia Triplet, pour son recueil Résilience Cho. Donc elle était en train de nous dire comment elle a fait pour pouvoir se faire connaître. Elle nous a parlé d'un clip poétique, mais elle développera le sujet tout de suite. Alors Patricia, tu nous disais que pour pouvoir te faire connaître, afin qu'effectivement les maisons d'édition puissent se dire « Ah ben oui, je vois qui c'est », donc tu as fait un clip poétique. Oui, j'ai réalisé un clip poétique avec quelques-uns de ma famille. D'accord. Et on est parti sur un de mes poèmes, mais on s'est dit vraiment comment on peut faire pour toucher un maximum de personnes. Et finalement, bon, je ne sais pas si c'est pas un très joli mot pour moi, mais de vulgariser la poésie. Parce que quand on regarde finalement, ça reste une niche. Une niche, une élite même presque. Voilà. Oui. Et je trouve ça dommage, puisque on le disait peut-être que par rapport aux auteurs qu'on nous impose quand on est en classe, etc., on ne va pas peut-être aller chercher après et se dire ah mais oui, il y a des auteurs c'est vrai, mais merveilleux qui existent. Exact. Donc je dis pas que je suis une poétesse merveilleuse, mais je me suis dit, en vulgarisant à travers un clip poétique, on va toucher un maximum de personnes. Ça, c'était en fin de compte un des objectifs. Et ensuite,
effectivement, je pourrais utiliser ce clip poétique comme carte de visite. Carte de visite originale. Et donc on est parti sur un scénario comme on ferait un clip de musique. Donc mon cousin qui a réalisé ce clip, il est du métier, m'a dit écoute Patricia, si on arrive à avoir 3000, 4000 vues, il faut vraiment que tu sois super contente parce que c'est une niche. J'ai dit d'accord. Et puis finalement on l'a publié un jeudi sur les réseaux sociaux. Et je m'étais dit le lundi, je vais envoyer ça aux maisons d'édition comme carte de visite. Et le lendemain ou 2 jours après, je vais toujours m'en souvenir parce que du coup, Résidence Chio est là maintenant. Je reçois un message de Didier Manette. De Didier Manette en me disant oui, est-ce qu'on peut du coup échanger et puis voilà, j'ai été publiée. Le livre est sorti par la maison d'édition que tu souhaitais. Voilà, exactement. Je lui dis merci. Aujourd'hui, j'en profite. Je vais toujours en profiter d'ailleurs, mais merci parce que du coup, grâce à Didier et aux éditions Necmarron, j'ai pu tenir ma promesse. Et depuis, le clip à plus de 23 ou 24 000 vues. Donc, c'est génial. Je retiens surtout aussi cette partie-là parce que du coup, je me suis dit, sur les personnes qui ont été touchées, avec qui j'ai pu échanger, et c'est ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'était pas forcément des lecteurs de poésie en particulier. Et donc, et ça a touché beaucoup de jeunes également. Et puis des personnes qui se sont retrouvées aussi. Je me souviens d'une jeune qui avait la vingtaine et qui m'a dit j'ai vu votre clip, je viens de perdre ma maman. D'accord. Et du coup, elle m'a dit mais franchement, moi la poésie, c'est comme pourrait me dire beaucoup de jeunes. Exact. Moi la poésie, c'est pas mon kiff. Mais là, franchement, ah oui, l'histoire et tout, ça m'a vraiment fait du bien. Du coup, je vais acheter votre livre, tout ça. Donc, je me suis dit mais effectivement, la base reste le livre. Bien sûr. Mais après, quand on parle de poésie, c'est pour ça que je te disais que j'étais passionnée par les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un moyen de véhiculer, si on sait bien l'utiliser. Tout à fait. Des messages, certes, mais des textes, de la poésie. Moi, je partage beaucoup de poésie. J'ai des personnes qui aiment, donc je me dis tous les moyens en fin de compte sont bons quand exact. C'est un Absolument. peu comme la musique et d'ailleurs du coup l'audiobook aussi. Exact. C'est un moyen de toucher beaucoup plus de personnes et des personnes qui ne sont pas forcément des lecteurs et des gens passionnés par la poésie. Alors on va revenir tout à l'heure sur l'audiobook, qui est donc le combo poétique. J'aimerais qu'on parle de cette première de couverture qui n'est pas, en général les premières de couverture ne sont jamais innocentes. Je veux dire, c'est un choix, c'est une réflexion. Mais cette première de couverture là, on est d'accord qu'elle veut tout dire. Alors, Résilience Chio, poétique, thérapie. Et moi, j'aimerais que les téléspectateurs regardent bien ce cœur. Je sais que notre autrice est une femme particulièrement intelligente et comme je le dis, elle ne fait rien au hasard. C'est une technique, il me semble, japonaise, tout à fait, qui s'appelle le kintsugi, tout à fait, qui consiste, quand par exemple un bol est cassé, à le recoller mais avec de l'or. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix-là ? Ce choix, parce que je trouve que justement ce que tu viens de dire, la symbolique, elle est vraiment très forte. C'est-à-dire que on est brisé. Alors là, du coup, le récipient, mais là, du coup, je parle du cœur. Oui. Et du coup, on le recolle avec du fil d'or. Alors, vraiment, exact. Du fil d'or. Et une fois qu'il est recollé avec ce fil d'or-là, en fin de compte, c'est un peu comme des cicatrices, tu sais, qui sont visibles et qui disent... Raconte ton histoire. Et qui disent,
ici j'ai eu mal, exact. Et ici j'ai guéri. Exact. Et en fin de compte, ce cœur recollé là avec du fil d'or, c'est pour... parce que quand on parle de force, tu sais, de se battre dans la vie et de résilience. Et quand on parle de tout ça, on voudrait parfois cacher nos souffrances, effacer et se dire parce que je ne serais pas vue dans cette société comme quelqu'un de fort. Exact. Moi, j'ai envie de dire non, la résilience, c'est ça. J'ai envie de vivre avec ce que les autres appellent des contradictions, mais moi que je trouve, en fin de compte, des émotions complémentaires. Parce que tout ce qu'on vit, ce sont des émotions. Après, c'est ce qui te guide dans la vie, d'accord, et qui te permet d'avancer. Moi, j'ai envie de montrer, quand j'ai pas envie de dire parler du matin au soir de mes souffrances, mais j'ai envie de montrer que j'ai eu des douleurs, et puis elles sont là, mes cicatrices, et que tu as avancé aussi. J'ai avancé, j'ai guéri. Exact. Mais que parfois, parce que des fois tu as ça reste sensible. Et puis des fois ça reste sensible. Tout à fait mal quand on vient te toucher là, tu te dis ouh là j'ai mal. Aujourd'hui j'ai mal. Exact. Et puis demain ça va aller mieux. Donc la résilience c'est ça, c'est que tu as. Là du coup je parle avec un peu plus d'émotion parce que je sais que ce mot résilience là est vu de façon différente. Parfois négative même. Voilà, c'est ça. Lorsque j'ai changé là, dans mes causées poétiques en Guyane, quand j'ai fait la promotion du livre, il y a des personnes qui m'ont dit oui, j'aime pas trop ce mot résilience, résignation. Alors ça n'a rien à voir. Alors j'ai dit résilience, résistance. Absolument. Donc la résilience, c'est tu sais un peu quand on parlait tout à l'heure de politique, de militants politiques et de personnes qui veulent pas montrer en fin de compte leurs émotions parce qu'ils ont peur d'être fragilisés. Exact. Moi, j'ai envie de montrer que je suis quelqu'un de dit. Tu sais, au début, enfin, il y a quelques années, parce que du coup, j'ai pris de l'âge maintenant. Donc, je sais pas que je sois devenue un peu plus sage, mais les expériences font que je me dis, bon, avant, je m'énervais quand on me disait, oui, tu es quelqu'un d'hyper émotive, tu es quelqu'un d'hyper sensible, tu es quelqu'un d'hyper fragile. Déjà, tu sais, les deux hyper et ceci, cela. Oui. Alors au début je disais non parce que je me suis toujours sentie très forte et je me suis dit finalement pourquoi opposer nos émotions. Exact. Je suis effectivement très forte mais je suis également très fragile, je suis également très émotive et finalement c'est ce qui fait que je suis moi et que je suis toujours debout parce que parfois quand je suis passée par l'écriture. Mais tu as plusieurs, on est d'accord, thérapies. Bien sûr. Quand tu as passé des moments difficiles comme ça. Je pense que c'est important de pas comment dire, de pas occulter en fin de compte, tu vois, cette souffrance-là. Oui. De dire bon non, il faut que tu fasses ça, t'as pas mal. Mais si t'as mal, mais tu peux faire les choses. Tu vois. Donc en fait, c'est comme une sorte d'invitation à l'honnêteté avec soi-même. Oui. Ouais. Et puis c'est surtout, il y a surtout aussi ce cœur, tu sais, parce que par rapport à la résilience, Tcho, ça veut dire cœur en créole guyanais. Je dis parce qu'il y a des Guadeloupéens oui, tout à fait, exactement, qui ne savent pas, oui. Et le cœur est là aussi parce que on a parlé de politique, on a parlé d'injustice, de poèmes engagés, donc il y a tout ça dans ce livre. Dans ce recueil. Mais la base, c'est l'amour, tu sais, c'est le socle. Exact, c'est le fondement. C'est le fondement. J'aime bien dire le fondal. Patricia, j'aimerais que tu nous lises quelques extraits, parce qu'il est assez long, mais quelques strophes de ce poème que j'aime beaucoup et qui va donc très bien avec la résilience, c'est Hymne à la vie, à la page 118. J'aime beaucoup ce poème. Donc si tu pouvais nous en lire quelques strophes, s'il te plaît. Hymne à la vie. Vie jolotte, si belle, si radieuse, si sacrée. Vie jolotte, si brève, si grande, si pleine. Ô vie jolotte,
Hélas, qui n'ose te vivre, quand vacillant il te repousse, doit passer toute son existence entre la peur et l'anxiété. Je ne veux pas être Alizée. Je veux être tempête, marcher dans les rues de Cayenne, me rassasiant de poésie en buvant la pureté de la lumière du jour. Lorsque la vie offre la magie d'un cœur rythmé, hélas, qui peut se permettre de réclamer et ne pas aimer vivre? Il doit avoir dans l'âme un vaste océan d'amertume. Exact. Alors c'est vrai que c'est un poème qui est assez long, mais je pense véritablement que par rapport à la résilience, c'est véritablement une invitation à se dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les blessures, il faut pouvoir être dans cet hymne à la vie. On va poursuivre notre entretien. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ton recueil est traversé par différentes thématiques. Alors, j'ai relevé tout d'abord l'amour, comme tu viens de le dire, la sensualité, la dénonciation des injustices, la joie, la tristesse et tant d'autres. Pourquoi cette diversité de thèmes? Et c'est moi qui vais lire tout à l'heure un poème que j'ai beaucoup aimé aussi à la page 79, Soudain. Alors, pourquoi tu as cette diversité de thèmes? Parce que, comme on disait tout à l'heure, je pense que comme je suis très curieuse de tout ce qui se passe dans la vie et je suis aussi une révoltée depuis très longtemps. Donc les injustices font que j'ai à des moments donnés, par le biais de l'écriture, exprimé en fin de compte toute cette révolte, colère que j'avais. Donc ça a donné des poèmes engagés. J'ai beaucoup d'amour pour mon pays. Et du coup, j'ai besoin aussi de l'exprimer. Donc, j'écris beaucoup de poèmes sur l'amour. J'ai beaucoup d'amour pour l'être humain. Donc, on retrouve des poèmes sur l'humanité et sur nous, sur notre situation coloniale. Tout à fait. On retrouve des poèmes comme ça aussi. Et puis, j'ai aussi, comme je parlais de socle, quand je parlais d'amour, j'ai également l'amour aussi de l'homme et de la femme. Et donc, et du coup, ça, à toutes les sauces. Hein. Oui. Rupture, donc limbé, retrouvailles, joyeux. Ouais. Je dirais même, comme tu disais, très sensuel. Je vais même très loin dans la sensualité, mais comme je joue avec les mots, parce que j'aime ça, est-ce que tu sais c'est quoi le talisman ? Alors, j'ai supposé que le talisman, c'était le sexe de la femme. Tout à fait. Voilà. Et donc, tout le long du poème, je dis ça parce que tout le long du poème, c'est comme là, on parlait d'hymne à la vie, c'est un hymne au talisman, quelque part. Tout à fait. Et du coup, je parle de l'amour, mais tu vois, avec des très belles images. Je vais partout. Exact. Voilà, je vais partout. Mais ça, c'est parce que, comme je te disais, je préfère maintenant poser les mots de mes émotions. Et du coup, j'aborde tous les sujets sont complexes qui me viennent comme ça, à travers une actualité où tu vas me dire un mot et puis ça va me marquer. Et puis 2 jours après, tu sais, je vais écrire, je me suis dit, attends, ce mot-là, on va venir me raconter une histoire. Ou sinon, ça peut être effectivement autobiographique. Je le dis aujourd'hui parce que tu dois connaître ça. À chaque fois que tu écris un poème et que tu le publies, tout de suite on vient te dire c'est toi, ça va, c'est toi. Tu n'as personne, tu es triste. Alors j'aimerais lire Soudain. Soudain du rire est apparu le deuil, silencieux et blanchâtre comme la brume. De ses lèvres unies est apparue l'écume, et de ses mains entrelacées est apparue la stupeur. Soudain, du calme est apparu le vent, de ses yeux est apparue la dernière flamme, de cet amour est apparu un terrible pressentiment, et de ce moment immuable est apparu le drame. Soudain, et sans prendre garde, le carrosse s'est transformé en citrouille. De ce bonheur est apparue la fin de l'enchantement, et de ce prince charmant est apparue la grenouille. J'aime beaucoup ce texte.
J'aime beaucoup toutes les oppositions que tu y mets. Alors évidemment, je ne vais pas faire une lecture analytique, je ne vais pas refaire ma prof là à l'écran, mais j'ai beaucoup aimé, et surtout ce titre, Soudain. Pourquoi Soudain? Pourquoi ce titre-là? Soudain parce que alors là, pour le coup, les téléspectateurs d'Éclair TV vont avoir la primeur de la nouvelle, puisque comme on te demande souvent si c'est autobiographique ou pas. Donc sur le coup, oui. Et là, je parle d'une rupture en fin de compte. Et je trouve que pour pas utiliser le mot brutal, les ruptures, elles sont toujours soudaines. Soudaines, c'est vrai. Parce que même si on les a vus venir, même si et je parle surtout quand on aime, tu vois, quand tu aimes et puis que tu te dis oui, ça va pas, mais tu vois, peut-être pas la personne, mais la situation, enfin, ça va pas, mais comme tu repousses, et au moment où tu vois ça se fait, tu es toujours surpris parce que tu te dis attends, là maintenant, là tout de suite là, ça pouvait pas attendre que ça soit encore la personne, bien sûr, et du coup c'est soudain, tu vois. Exact. Et puis là c'est la déception, et en même temps, comme je joue avec les mots, on t'aura bien compris, hein, le prince charmant du coup, il se transforme en grenouille, et donc je joue des mots pour expliquer que ça a été soudain. Ouais, c'est ça. De même que j'observe cette grande thématique, mais j'observe aussi que tu as varié les types de poèmes. Alors à certains moments, on a des poèmes très longs, à certains moments, on a qui sont brefs. Et puis j'ai remarqué que, alors, est-ce que tu préfères la prose ou le vers? J'ai constaté qu'il y a quand même peut-être 1 ou 2 poèmes en vers, mais de manière générale, c'est plutôt la prose que tu privilégies. Oui, pourquoi? Alors, est-ce que c'est plus spontané? Alors en plus, il y en a 1 ou 2 en vers. Comme tu es justement professeur, j'aimerais bien savoir lesquels, parce que justement, c'est alors, pas... je les ai pas notés, j'ai vu ça et je me suis dit tiens, je te dis ça parce que poème en vers. Voilà, je l'ai pas fait exprès. Voilà, et j'ai été très surprise parce que je me suis dit tiens, je vais essayer de te le retrouver, continue. Oui. Mais pourquoi la prose? Parce que c'est plus libre. Parce que voilà, je pense, enfin, c'est vraiment ce que je privilégie. Et d'ailleurs, pour ça, mon deuxième auteur poète préféré, c'est Franck Etienne, exact, qui est un auteur, un poète haïtien. Et quand j'ai lu pas tout de suite ses premiers. J'ai lu le journal d'un rap jazz, le journal d'un paria. Et après, j'ai lu tous ces autres bouquins. Mais la première fois, je me suis dit, attends, on peut écrire comme ça, quoi. Exact. C'est-à-dire avoir cette liberté, et puis te dire, tu mélanges ton créole avec le français, tu as envie de mettre... et tu inventes des mots. Tu as envie d'inventer des mots, parce que du coup, je me dis, je peux tout m'autoriser. Exact. Je le fais, et puis... je respecte en fin de compte je m'autorise tout, et ensuite je retravaille mes poèmes pour avoir au moins cette musicalité. Je veux que ça soit beau. Bon, après je sais pas si c'est beau, mais en tout cas je fais ce travail là. Mais après je me dis, et Léon Gontran-Damas également fait un peu comme ça, c'est-à-dire il va te mettre une phrase sur 5 lignes, exact, et du coup des fois même avec juste un mot à chaque fois, après tu vas retrouver, tu vois, des phrases comme ça à rallonge, et tu lis, et puis ça a un sens, ça a une musicalité, c'est toujours très beau, et en même temps enfin, il y a l'émotion, mais en plus il y a le message qui est bien véhiculé. Tout à fait. Et donc moi je trouve que du coup sur le coup Franck Etienne est très fort pour ça, et c'est ça que j'aime. Moi je veux pas être enfermée dans la forme. Voilà, je veux vraiment de la liberté, mais je sais qu'il faut quand même, parce que tu écris pour toi. Mais quand tu partages sur les réseaux sociaux, quand tu partages et que tu as un ouvrage, tu as quand même le respect du lecteur. Donc, tu vois, bien sûr, il y a quand même voilà, donc il faut des règles, quelques règles au moins. Des règles, c'est-à-dire ta musicalité, tes mots, voilà, plein de petites choses comme ça. Alors en fait, toujours en continuant sur cette thématique, des thèmes, donc j'ai remarqué que la Guyane tient une place
importante dans ce recueil, au-delà de femmes guyanaises, etc. Mais la Guyane est très très présente. Mais pas simplement la Guyane, belle Guyane et les jolis paysages, mais la Guyane dans ce qu'elle peut avoir de plus vrai et parfois dans ce qu'elle peut avoir de douloureux. Alors, il y a un poème que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Pestiféré. Et Pestiféré de la capitale, à la page 108. Est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il te plaît? Je croyais que c'était toi qui allais le lire. Non, je vais lire un autre poème tout à l'heure. D'accord. Donc, page 108, j'aime beaucoup, non parce que j'aime beaucoup ton timbre de voix aussi, donc même si là encore tu pourras peut-être pas tout lire, mais quelques strophes, parce que lui aussi il est long, mais il est très profond. D'accord, donc les pestiférés de la capitale. Il y a certains matins fugaces, quand je pense à la populace, celle de la périphérie, celle de tous nos taudis, celle des pestiférés de la capitale. Mon cœur entend la résonance de mon écho bestial. L'impossible rentre dans la danse. Des rêves chorégraphient mes sens, comme par enchantement, en contournant la misère. Celle qui vient de nulle part, celle qui se greffe à la périphérie, celle de tous nos taudis, celle des pestiférés de la capitale. En vain, mon regard captive tant de vérités honteuses sur la vie de ces crasseux, piétailles hideuses, répugnance du petit bourgeois, celle qu'on parque dans la périphérie, celle de tous nos taudis, celle des pestiférés de la capitale. Je veux que reste gravé à vif le mépris pour ce peuple-là, de ces parvenus qui se mimétisent aux colonisateurs qui jadis nous traitaient ainsi, et oublient que ceux de la périphérie, ceux de tous nos taudis, ceux des pestiférés de la capitale, sont leurs frères et sœurs. J'ai beaucoup aimé ce poème parce que c'est un poème engagé. Qu'est-ce que tu dénonces, même si j'ai bien compris, mais pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu dénonces dans ce que l'on appelle, parce que tu choisis bien, pestiférés, c'est un mot qui est très fort. Alors, qui dit que ce sont des pestiférés? Qui les regarde comme étant des pestiférés? Alors ce poème, il a bien entendu une histoire. C'est au moment des élections municipales. Donc je me suis présentée à des élections municipales. En 2014. Voilà. Et puis, du coup, ça m'a inspiré ce poème parce que sur mon programme, on m'a parlé beaucoup de politique. Et de bien vivre, de bien-être. Et je trouvais, comme dans certaines communes, même ici en Guadeloupe, ce qu'on appelle, tu sais, la capitale. Absolument. C'est plus vrai maintenant, mais on essaie d'avoir des gens bien quelque part. Oui. Alors plus maintenant, tu sais, vraiment dans les centres-villes, mais tu as des quartiers comme ça. Oui, qui sont... Et puis tu as d'autres quartiers, tu sais, oui, où tu as tous ceux qui sont jobbers. Comme la Crique en Guyane. La Crique, mais pas que la Crique. Hein. Il y a d'autres quartiers, tu vois, qui sont où on te parque. Tu vois, parce que si ta situation elle est un petit peu compliquée et que tu galères tous les jours pour aller travailler, t'as pas forcément du boulot et tout. Et puis quand t'es en bas des HLM et tout ça, t'as pas grand chose à faire, tu vois. Et donc en Guyane, les jeunes, à un moment donné, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des glacières. Et puis ils allaient aux palmistes. Mais ces palmistes, tu vois, c'est la place des palmistes, tu vois, avec je dis pas que c'est des gens bien, mais il faut être bien, quoi. Il faut être calme quand tu vas à la place des palmistes. Et ces jeunes-là allaient là-bas et puis, écoutez, ils prenaient leur glacière, ils avaient à boire, ils mettaient leur son et tout et tout. Et puis, ça fait des histoires parce que ça choquait d'avoir des jeunes qui venaient de l'autre côté, tu sais, qui n'étaient pas les bons enfants et qui venaient faire un peu la fête. Et donc, ça a dérangé. Ça a dérangé. On en a pas mal parlé en Guyane sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je me suis dit, mais qui se plaint d'eux?
Et je me dis, mais les personnes qui se plaignent finalement, parce qu'au-delà du problème qu'on a avec l'autre, on a également un problème finalement qu'on reprend, enfin le même schéma qu'on reproduit absolument. Même au niveau social en fin de compte. Exact. Si toi tu as réussi ta vie, enfin, et qu'est-ce qu'on appelle réussir voilà, sa vie, mais ce que j'appelle les petits bourgeois, quand tu as réussi et tout, et puis tu veux pas voir enfin des gamins quoi qui parce que ça te gêne en fin de compte, et du coup ça gâche la carte postale. Voilà, c'est ça gâche. Et du coup tout ça m'a énervée. et puis voilà, un soir j'ai dit attends, les pestiférés de la capitale, voilà. Et puis c'est sorti comme ça. En tout cas, c'est un texte magnifique. Il y a un autre texte, page 45, qui s'appelle. Alors, tu dis Mot pays. Mot pays, oui. Mot pays, que j'ai trouvé aussi très beau. Mon pays natal, mon pays sauvage, mon pays magique, mon pays meurtri, mon pays bafoué, mon pays guerrier, mon pays matador, mon pays métissé, mon pays terre d'asile, mon pays de soleil, mon pays de pluie, mon pays de forêt, mon pays d'amour. Mon pays, de mon passé, tu m'as apaisé des haines, de mon présent, tu m'as délié des chaînes, de mon futur, tu m'as confié les rênes. Je n'ai pas le droit de te trahir, même pour une mine d'or, mon pays. Je n'ai pas le droit de te quitter, même pour une rivière de diamants, mon pays. Je n'ai pas le droit de te céder, même pour un océan de pétrole, mon pays. De ton passé, je témoignerai des peines. De ton présent, je serai la gardienne. De ton futur, je te ferai reine, mon pays, la Guyane. C'est comme ça qu'on va dire ? Ça aussi, je trouve que c'est un hymne. J'ai trouvé ça tellement beau, c'est un hymne à ton pays. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une déclaration qu'on pourrait faire à quelqu'un qu'on aime, mais dans ton recueil, je trouve que la Guyane n'est pas simplement un décor, elle est un personnage. Je me trompe ? Non, mais tu as absolument raison. En fin de compte, quand je parle de la Guyane dans mes poèmes, je le vois comme ça, tu sais, parce que je me dis comme un être humain. Parce que je me dis, en fin de compte, ce pays-là, ce sont mes racines. Et donc, du coup, il me porte, mais je le porte aussi. Et donc, du coup, ça fait une relation. L'amour, c'est l'amour que tu peux donner effectivement à un être humain. Un être humain, oui. Tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de questions. Je sais qu'il va falloir que j'accélère, mais c'est tellement passionnant, n'est-ce pas, hein, notre autrice est très, très passionnante. Avant d'arriver au combo poétique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la sensualité. Alors, j'ai trouvé que la sensualité était très, très présente dans tes textes. Est-ce que tu penses que nous, les femmes, on devrait se laisser un petit peu plus aller, notamment celles qui écrivent? Est-ce que tu penses qu'en littérature, on devrait être plus hardi, on va dire? Est-ce qu'on devrait plus oser parler de ce que l'on ressent, exprimer le désir ou notre désir davantage? Mais alors, j'ai envie de te demander pourquoi on ne le ferait pas? Et qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous freine, justement? Voilà, mais qu'est-ce qui nous freine? Parce que, en tout cas, pour ma part, je n'ai plus envie de pudeur. Je n'ai plus envie d'avoir de pudeur. J'aime bien utiliser ce mot-là parce que tu sais, et je parle aussi beaucoup de liberté. Mais ça, je pense qu'il faut prendre. Enfin, c'est pas forcément parce que tu arrives à un certain âge, parce qu'il y a des gens qui le comprennent très tôt 20 ans, 30 ans, 40. Des fois, il faut toute une vie, et des fois. Tu t'en vas et puis t'as pas compris. T'as pas eu le temps de comprendre. Mais tu sais, à un moment. Il faut arrêter avec tout ce qui est codifié, tu vois. Au début, tu vis comme ça et tu te dis, bon, déjà, j'ai pas le droit de faire ça. Et puis après, en plus, ça m'y rajouté parce qu'on n'a pas les mêmes privilèges, parce qu'il y a des conditions sociales, après des conditions de nos pays qui sont colonisés, après des conditions parce qu'on est des femmes. Et c'est toujours, quand tu regardes bien, le regard des autres. Au bout d'un moment, quand tu as un déclic, et je pense qu'il faut l'avoir assez tôt, c'est de te dire, t'as pas de pudeur, mais ce que tu demandes à travers ta façon d'être,
et de vivre, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu fais les choses avec respect. Le respect, c'est le respect que tu as pour l'autre et le respect que l'autre doit avoir te doit aussi. Te doit aussi. Alors, tu sais, il y a quelque chose je voudrais rebondir sur ça. Parce que tu me disais est-ce qu'on pouvait aller plus loin. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, toujours, parce que bon, au début j'ai annoncé, j'ai dit j'étais une passionnée. Tout à fait, exact. Je prends l'exemple des réseaux sociaux parce qu'au dehors de mes textes politiques, de mes poèmes, etc., bon, je publie un peu de tout et je publie beaucoup aussi de petites choses, des petites notes d'humour, on va dire. J'aime beaucoup ça. Ça me fait rire, ça me fait du bien. Et souvent je tombe sur des publications et je me dis mais alors pour te dire à quel point on reste quand même bloqué, il faut aller plus loin. Je regarde, je me dis bon, ça me fait rire, mais ça me fait mourir de rire parce qu'entre femmes, est-ce qu'on parle pas de sexe? Bien sûr. Est-ce qu'on se marre pas? Est-ce qu'on, tu vois, on a les mêmes sujets de discussion que les hommes? D'accord. Et est-ce que pour autant on est tout ce qu'on nous dit que tu vois? Exact. Bon, alors quand tu vas publier, effectivement, tu te poses des questions parce que tu vas te dire comment on va me voir. On va me voir pour une perverse, on va me voir pour une voilà, etc., etc. Alors que en fin de compte, c'est juste que ça t'a fait rire et que c'est quelque chose de normal. Donc, je vois pas, en fin de compte, sur l'écriture, mais même du coup sur tout. Sur les blagues, sur tout. Tout dans ta vie. Pourquoi il y aurait, tu vois... cette censure qui tombe dès lors qu'on est une femme. Voilà, pourquoi tu aurais le droit et quelqu'un d'autre non. Est-ce qu'on pourrait dire, avant qu'on lise ce texte, Désir, à la page 38, est-ce qu'on pourrait dire que Résilience Cho est aussi un recueil féministe ? Je sais que c'est un sujet qui... Je sais que c'est un sujet qui te touche. J'en parle, c'est vrai que c'est un sujet. C'est un sujet qui te... Non, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai envie de dire, recueil féministe, c'est pas... Enfin non, c'est humaniste. Oui, au-delà d'humanisme, et si on veut parler de la femme et du féminisme, je préfère, tu vois, le mot féminin. D'accord. Je préfère dire, je préfère dire que je suis une féminine qu'une féministe. Parce que j'en fais toute la différence. Parce que je suis pas dans un combat contre les hommes, tu vois. Mais c'est pas un combat contre les hommes, le féminisme. Pour certains, tu sais. Oui, mais moi je suis pas du tout justement. Tu vois, c'est tout ce qu'on voit, tu vois, qui va à l'extrême où tu opposes en fin de compte où tu vois l'homme à la femme. Je suis effectivement, je revendique. Et je partage en fin de compte le fait qu'on avance, nous-mêmes qu'on puisse comme on disait, parler de tous les sujets, qu'on soit partout et qu'on soit pas... Ne serait-ce qu'on écrive, parce que il y a encore pas si longtemps que ça, quand une femme devait écrire un recueil, je peux t'assurer qu'il était regardé un petit peu. Oui, donc on a une, en fin de compte, oui, on lutte toujours pour nos droits. Mais je trouve que tu vois, il y a des mots des fois qui, en fin de compte, par rapport aux actions je veux dire de la majorité, des actions qui sont parfois, je trouve qui dévalorisent en fin de compte après, tu vois, l'idéologie même. L'idéologie même. D'accord. Et du coup, je suis un peu mal à l'aise maintenant quand on me dit est-ce que je suis féministe? Pas parce que je ne suis pas féministe, tu vois. L'interprétation même. Mais je préfère dire que je suis féminine. C'est-à-dire que moi, je m'assume complètement avec ma féminité. Et du coup, je veux qu'elle se voie à travers mon écriture, à travers mon travail, parce que mon travail, je mets beaucoup d'amour, d'empathie. Et on me dit, mais attends, tu gères ça comme si tu étais une femme? Parce que je suis directrice, oui. Et j'en fais, tu vois, il y a une différence entre deux fonctions, mais et ça c'est, tu vois, le côté féminin qu'on a et que je veux garder, et en même temps, oui, tu vois, dans ce combat-là, de dire que
on n'a pas à nous interdire quoi que ce soit. D'accord. Mais c'est plutôt, tu vois, en avançant, en étant justement, tu vois, très, très féminine dans ce que je fais, c'est-à-dire dans assumer, mes actes aussi. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, je sais que le temps passe vite et logiquement, on se dirige vers la fin. Ça fait déjà un petit moment qu'on aurait dû avoir notre coupure, mais j'ai envie de lire ce texte. Non, j'ai envie que tu le lises. Désir. Quelques strophes. 2 strophes au moins de désir et dans notre dernière partie tout à l'heure après les prochaines rubriques nous allons parler pour terminer du combo poétique parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Désir. Quand tu es apparu, ton regard brillant s'est posé sur moi. Je n'avais jamais entendu parler du langage de l'amour, du chaud et du froid. J'ai réalisé que tes yeux, pétillants de passion, révélaient une langue que je comprenais. J'ai senti soudainement dans mon corps frissonnant une lueur d'embrasement que jamais je n'avais ressentie. De ton regard captivant, tu embrassais ma bouche. Tu désirais mon talisman. Tu caressais mes seins. Tu percevais l'intimité de mes sens. J'ai bien senti le danger de ce jeu. Je te regardais à mon tour sans baisser mes yeux, de peur de rompre cette magie. Je n'avais pas peur. Je m'avançais vers le précipice. J'étendais mes ailes dévoilant mon secret. Ton regard perçant envahissait l'intérieur de tout mon être qui se consumait à l'approche du 7e ciel. Je me brûlais avec les feux de l'amour. C'était sans aucun doute un paradis luciférien. Nous te remercions beaucoup, Patricia. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Nous allons passer maintenant à une rubrique que vous commencez à connaître. Donc, c'est la proposition de quelques lectures que je vais vous suggérer afin de découvrir davantage notre littérature caribéenne et aussi guyanaise. À tout à l'heure. Alors, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, vous retrouvez votre petite rubrique dans laquelle je vous recommande quelques lectures. Donc, on va commencer par les éditions Une voix, une histoire. Alors, un conte ou plutôt peut-être une sorte de BD, d'album rédigé qui s'appelle Exocet, écrit par Renata, mis en voix par Luce Hélène Zou, paru aux éditions du Sucrier. Donc c'est un album en fait rédigé en français, en créole et en espagnol. C'est l'histoire d'une jeune femelle poisson volant, donc peut-être davantage pour les enfants. Un recueil poétique, Sansan, écrit par le Martiniquais Jules Duranty et lu par Caroline Gélan. C'est une sorte de racontage, donc entre le conte, donc lui plutôt, Jules Duranty appelle ça un racontage. C'est un petit voyage dans le passé et l'espace créole. Nous passons maintenant aux éditions Negmaron. Les 3 frères Gros-Vent, Ganguel et Jambes-Fines. C'est un conte caribéen écrit par Didier Manette et illustré par Quincy Gain. Gros-Vent, Ganguel et Jambes-Fines sont 3 petits garnements aux traits physiques bien spécifiques. Et je pense que vous allez bien vous amuser avec cette histoire. Conscience poétique, un recueil donc de poésie écrit par Marie Louison. C'est une réflexion poétique, l'inventaire d'un éclairage où obscurité et ténèbres veulent prendre le pas. Aux éditions Nestor maintenant, Soupe à Kong-Mo, pas soupe à Congo comme on connaît, Soupe à Kong-Mo, recueil poétique écrit par André d'Orville, des mots sur l'amour, la vérité, la solidarité, les malheurs, les fantasmes, les errements, la souffrance des êtres, mais aussi l'insouciance ou l'inconscience de l'Homo erectus.
Un dernier ouvrage, toujours aux éditions Nestor, Lettre ouverte à la femme créole, un essai écrit par Naïmé Tessa. C'est bien l'histoire d'une femme se réconciliant avec son corps, sa terre-mère et sa culture, se ralliant à la cause afro-caribéenne, renaissant des cendres ancestrales. Donc j'espère que parmi ces lectures, vous trouverez votre compte. Maintenant, nous allons passer à une rubrique que vous avez découvert il y a peu. Ce sont des conseils de lecture donnés par Corinne Dossa. Pourquoi voulez-vous écrire? Aujourd'hui, je vais vous demander de faire un petit exercice d'introspection et de vous demander quelles sont vos motivations, quel est votre pourquoi. C'est très important parce que connaître ses motivations, connaître son pourquoi, ce sera votre moteur dans les moments de ralentissement, dans les moments de panne d'inspiration, dans les moments de découragement. Et il y en aura, je ne vais pas vous le cacher. Cela vous permettra aussi de relativiser vos attentes et tout simplement de mieux vous connaître, ce qui est nécessaire quand on veut écrire. Bien sûr, je ne parle pas ici de ceux qui ont un besoin viscéral d'écrire. Pour eux, la réponse est claire. Mes motivations à moi sont par exemple celles-ci. L'écriture me permet de vivre toutes les émotions que je ne peux pas vivre autrement. Ma véritable passion, c'est de créer des histoires, de nouer des intrigues, d'inventer des personnages, de leur donner corps. En me faisant, moi, vivre ces émotions, je donne accès aux autres aussi, à leurs émotions. Voilà, je tisse une toile dans laquelle, à certains carrefours stratégiques, nous nous retrouvons, mes lecteurs et moi, malgré nos vécus différents. L'émotion est un langage universel, n'est-ce pas? Alors vous, fouillez vos motivations. Pourquoi écrivez-vous? Pour transmettre un message? Pour dénoncer? Pour raconter des histoires? Pour hurler ce que vous ne pouvez pas dire? Peut-être pour divertir? Peu importe. Toutes les raisons d'écrire sont légitimes. Simplement, maîtrisez la vôtre avant même d'écrire la première ligne. Connaissez votre pourquoi. C'est très important. Alors, nous passons maintenant à la minute du lecteur et de la lectrice. Vous découvrirez aujourd'hui un ouvrage particulièrement intéressant. Je vous rappelle que pour pouvoir m'envoyer votre petite vidéo qui ne doit pas excéder 3 minutes, vous me l'envoyez à l'adresse mail suivante, lauretarer@gmail.com. Bonjour Hélène, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman de Marie Scondé. Alors c'est peut-être étonnant venant de moi, pour ceux qui me connaissent, parce que j'ai un peu de mal à accrocher à l'écriture de Marie Scondé, aussi grande soit-elle, aussi belle soit-elle. Il m'a été donné de croiser ce livre et j'avoue que j'y ai pris plaisir. Les Belles Ténébreuses. Les Belles Ténébreuses, c'est l'histoire de Kassem, un jeune métis qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas d'où il vient, où il va. C'est un perdu, quelqu'un de perdu, qui va tomber sous la coupe d'un homme énigmatique et séduisant, le docteur Ramzi An-Nawawi. Et en fait, ce livre, il traite de tellement de choses, de l'estime de soi, de la manipulation, de l'envoûtement, de la naïveté, du mépris des faibles, du racisme. En fait, c'est la quête identitaire qui semble être le fil conducteur de ce roman. La quête identitaire, non pas de Kassem uniquement, mais de l'homme en général, des Antilles plus largement. Et en fait, cette quête se fait sur fond de critique du monde moderne. Un monde moderne où, en fait, les mensonges les plus gros semblent prendre le dessus sur le bon sens. Et Marie Scondé, en fait, nous amène à réfléchir à cette identité,
l'identité des métis, l'identité des peuples reconstitués, l'identité des peuples reconstitués comme nous le sommes nous, aux Antilles. Et j'ai vraiment pris plaisir à le lire, même si j'ai, du début à la fin, eu envie de frapper Kassem. Et pourtant, je ne suis pas violente. Mais c'est un livre qui amène à la réflexion. Vraiment qui amène à la réflexion. Je vous souhaite une excellente lecture et du plaisir comme ce que j'ai pu en prendre. Nous allons maintenant retrouver donc Alix pour sa rubrique Une page se tourne, silence ça tourne. Rubrique que je sais que vous attendez toujours avec impatience parce que vous vous demandez, eh ben tiens, de quel roman allons-nous parler aujourd'hui? Quel film a été adapté, ou plutôt quel roman a été adapté au cinéma? À tout à l'heure. Bonjour. 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 Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les adaptations cinématographiques du roman Je suis une légende. Je suis une légende, I Am Legend, est un roman de science-fiction de l'auteur américain Richard Matheson, paru en 1954 et adapté en 64, 71 et 2007 au cinéma. Robert Neville est le dernier survivant d'une pandémie contre laquelle il est immunisé à la suite d'une morsure de chauve-souris. Cette épidémie est causée par un bacille qui transforme les gens en êtres décharnés et cannibales, trop sensibles aux UV pour survivre à la lumière du soleil. Neville tient tête depuis 3 ans à cette nouvelle espèce, parmi laquelle se trouvent ses anciens amis et voisins devenus des vampires nocturnes et sauvages. Il vit dans une maison barricadée, fortifiée contre les attaques, ne sort que pendant la journée pour partir à la recherche de produits de première nécessité, puis se retire chez lui à la tombée de la nuit. Neville rêve souvent de la mort de sa femme et de sa fille. Il se réveille ainsi chaque matin dans un climat d'horreur, étouffé par la solitude et les remords. Durant les 60 ans de la carrière de Richard Matheson, l'auteur américain de science-fiction et de fantastique, mort le 23 juin 2013 à 87 ans, plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma et pour la télévision. The Shrinking Man, L'homme qui rétrécit, en 1956, Hell House, La maison des damnés, en 71, What a Dream May Come, Au-delà de nos rêves, en 78. C'est cependant son roman I Am Legend qui suscitera le plus d'intérêt des cinéastes. Entre 1964 et 2007, 4 adaptations de cette œuvre verront le jour. À chaque fois, un scientifique est le dernier des hommes et doit se battre contre des mutants. The Last Man on Earth, qui est la première adaptation, a été réalisé par Ubaldo Ragona en 1964 avec Vincent Price dans le rôle du survivant. Tourné à Rome en Italie, le film se déroule en 1968. Comme dans la nouvelle, tous les hommes, sauf un scientifique, ont été transformés en vampires par une épidémie. Le docteur Robert Morgan s'enferme la nuit chez lui et attend le jour pour tuer des vampires qui, bien sûr, ne supportent pas la lumière du jour. Film à petit budget, Je suis une légende est transcendé par Vincent Price, alors que la terreur est encore accentuée par la banalité des décors des banlieues italiennes. Les mutants ont beau être définis comme des vampires, cette première adaptation reste le prototype du film de zombies. Tourné en 70, The Omega Man, le survivant, est réalisé par Boris Sagal en 71 avec Charlton Heston. Il s'adapte au contexte historique marqué par la guerre froide et les troubles politiques et communautaires aux États-Unis. L'un des scénaristes de cette adaptation, Joyce Corrington, doctorant en chimie, modifia légèrement la dimension scientifique du scénario. Une guerre biologique éclate en 1975 entre la République populaire de Chine et l'Union soviétique. La majorité de la population mondiale est décimée, ceux qui survivent se transforment en mutants albinos, sauf Charlton Heston, qui arrive à s'injecter un vaccin qui lui donne l'immunité. Autre adaptation, I Am Omega, réalisée par Griff First, sort en 2007 avec Mark Dacascos. Cette version à petit budget, directement destinée au marché du DVD, est sortie 1 mois à peine avant le blockbuster I Am Legend avec Will Smith. Le fonds de commerce du studio de Elysium, qui produit ce genre de film, est simple. Sortir des adaptations à la hâte et juste avant celle des principales majors du cinéma. L'idée de ces films appelés mockbusters
L'analogie à blockbuster désigne une réalisation plus ou moins plagiée sur une œuvre à gros budget, dans l'espoir de bénéficier à l'œil des énormes moyens marketing dépensés par ces majors. Dans la dernière adaptation en date réalisée par Francis Lawrence, l'histoire se déroule à New York. En 2009, le docteur Alice Crippen pense avoir trouvé le vaccin contre le cancer. Mais celui-ci tue les hommes les moins résistants et se fait transformer les survivants en zombies vampires. Écrit et produit par Akiva Goldsman, l'un des piliers de l'industrie du Ghostbuster à qui on doit Mr. and Mrs. Smith, Da Vinci Code, le film ne peut s'empêcher de prendre à contresens la fable de Matheson en faisant de Will Smith le sauveur de l'humanité et non son ultime représentant. Avant lui, les noms de Tom Cruise et Michael Douglas avaient été évoqués. Il a ensuite été question du réalisateur Michael Bay avec Will Smith, mais tous les deux ont préféré se lancer dans Bad Boys 2. Guillermo del Toro aurait refusé le projet en dépit de la demande personnelle de Will Smith et même Mathieu Kassovitz aurait été approché. Enfin, le réalisateur Francis Lawrence a signé en 2005 et Will Smith accepte de rejoindre l'équipe en 2006. Fondamentalement, notre film se différencie du livre par son côté contemporain, reprend Akiva Goldsman, le scénariste. Quand Richard Matheson a écrit son livre, le virus qui transformait les hommes en vampires était considéré comme de la science-fiction. Aujourd'hui, on ne parle plus que de fantastique. On en sait plus sur les virus, les épidémies, la quarantaine, sur ce que ça pourrait donner dans une grande ville. On a une meilleure compréhension des procédures d'urgence, des traitements médicaux. Francis Lawrence a d'ailleurs orchestré le flashback de l'évacuation de l'île de Manhattan avant la fermeture de ses ponts. 6 jours de tournage en janvier 2007 près du pont de Brooklyn avec un millier de figurants qui, grâce à la magie des images de synthèse, deviendront 10 000 à l'écran. La scène à elle seule aurait coûté 5 millions de dollars. Le budget total du film serait de plus de 150 millions de dollars. Après avoir reçu l'accord de pas moins de 14 agences gouvernementales pour des raisons de sécurité depuis les attentats du 11 septembre, des véhicules militaires, des hélicoptères, des bateaux, des gardes nationaux, des pompiers, des plongeurs, des gardes-côtes et 250 techniciens ont pu prendre position sur les quais. Il faisait moins de 5 degrés. Et pour réchauffer tout le monde, Will Smith rappait sur son type Summertime. C'est le rôle le plus flippant que j'ai eu à jouer depuis Ali, avoue l'acteur. On essaye de briser les structures du genre pour faire quelque chose de nouveau. Je connais les conventions du genre, le parcours des héros à la Joseph Campbell. Mais là, je suis tout seul avec un chien pendant les 60 premières pages du script. C'est terrifiant. Le drame naît du conflit, mais quand on est tout seul, c'est dur de trouver un conflit. Akiva Goldsman a trouvé un archétype mythologique rare dans le personnage de ce soldat médecin, et c'est sur ce conflit intérieur que l'on a travaillé pour la première moitié du scénario. En ce qui concerne ses ennemis, Francis Lawrence précise « Nos monstres ne sont pas des zombies. Ils sont en état de fièvre constant, ils ont besoin de manger pour conserver leur métabolisme et ne pas mourir. Ils font peur, ce sont des sauvages, mais pas des zombies comme on les connaît, c'est-à-dire pas en décomposition ou répugnants à regarder. » Une semaine après le début du tournage, le réalisateur trouvait que ces créatures, des acteurs portant des prothèses et du maquillage, n'étaient pas assez convaincants. Il a alors opté pour des avatars numériques. Les productions à gros budget ont tendance à favoriser une fin positive pour ne pas trop froisser le public. Mais attention spoiler, Je suis une légende a osé faire mourir sa star, même si on s'éloigne de l'esprit voulu par l'auteur Richard Matheson. D'ailleurs, une autre fin très différente a été tournée. Elle fait le bonheur des fans sur les bonus de la version DVD. Dans celle-ci, Robert ne meurt pas. Toute la première partie de la dernière séquence du film est identique, avec des infectés qui veulent briser la vitre derrière laquelle se trouvent les personnages. Cette fois, le chef passe un deal avec Robert. Même si ce dernier leur informe qu'il peut les soigner, ils refusent son aide et veulent simplement récupérer la femme retenue prisonnière pour ses expériences. On assiste donc à un renversement définitif, car les infectés acceptent leurs conditions et veulent rester ainsi. Le héros n'a d'autre choix pour survivre que de coopérer. La fin alternative n'est pas pour autant forcément heureuse, car Robert comprend que les infectés le resteront pour toujours et que l'ancien monde ne sera plus jamais possible. Dans le fond, la symbolique est très sombre. Si une suite a longtemps été envisagée, et même parfois annoncée, elle n'a jamais vu le jour. Francis Lawrence explique pourquoi Je suis une légende 2 n'a pas été produit.
Le studio était vraiment motivé à poursuivre, mais je ne savais pas comment réaliser cette suite. Après la sortie du premier film, je me suis dit, les gens sont venus pour voir le dernier homme sur Terre. On l'a fait et il meurt à la fin du film. On ne peut pas refaire ça. Et puis le public n'était pas vraiment attaché au personnage de Will Smith, comme il peut l'être avec Indiana Jones, ou ce genre de héros culte que vous voulez voir encore et encore. Cela aurait paru forcé de faire une suite. Donc ils ne l'ont pas fait. D'accord. Voilà, ma rubrique se termine. Merci beaucoup, c'était très intéressant, n'est-ce pas, Patricia? Moi, j'ai appris des choses, je ne savais absolument pas, je ne connaissais qu'une seule version, donc je ne savais pas qu'il y avait eu des précédents, et en plus, je ne savais pas que c'était issu d'un roman. Et oui, donc une fois de plus, on découvre des choses. Merci beaucoup, Alix. Et de rien. Donc je me retourne vers notre auteur, notre autrice, enfin je dis les deux. Nous allons conclure, mais avant de conclure, Patricia, je crois que tu veux nous parler d'un projet. Donc certes, ton livre, ton recueil Résilience Cho est sorti en avril 2021, mais en décembre 2021, le 16 décembre, je crois, le 13 décembre, un combo poétique. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, en fin de compte, effectivement, c'est la publication de Résilience Cho, mais en version audio, sur la plateforme de la maison d'édition Une Voix, Une Histoire, avec Manick Siartiteka. On avait discuté lorsqu'elle m'a proposé de publier donc en audio Résilience Cho d'un projet initial. Et l'idée nous est venue en discutant toutes les deux d'un projet beaucoup plus ambitieux et j'ai envie de dire fou, en fin de compte complètement fou. Et du coup c'est pour ça qu'on l'a appelé La Voix des Marrons. En fin de compte c'était d'associer. Au départ j'étais partie sur le fait d'avoir des amis de Guyane qui puissent déclamer les poèmes. Puisque comme on le sait, Manick a des narrateurs et des narratrices pour les livres. Et donc je lui ai demandé si c'était possible. Elle m'a dit oui. Après je lui ai dit mais il y a des artistes que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est possible? Elle m'a dit oui. J'ai dit mais si on fait des artistes et des amis en Guyane, est-ce qu'on peut faire aussi la Guadeloupe? Oui. La Martinique, oui. Et puis du coup c'est parti comme ça. D'accord. Et puis du coup on s'est retrouvés à une trentaine sur cet audiobook. J'ai sollicité des artistes que j'aimais beaucoup mais avec qui j'avais pas forcément de contact. Je me suis dit soyons fous. Et du coup qui ont été très surpris lorsque j'ai contacté Kali. En lui disant mais est-ce que tu veux bien déclamer un poème? Mais je chante mais est-ce que tu veux? Et du coup j'ai vraiment aimé en fin de compte lorsque j'ai sollicité ceux qui sont et celles qui sont sur l'audiobook. Il y en avait qui avaient déjà lu le livre et d'autres non. Et donc qui découvraient en fin de compte, qui me découvraient aussi et qui m'ont dit mais avec gentillesse, générosité, tu sais vraiment on parlait de l'être humain et qui m'ont dit écoute tu m'envoies quelques poèmes et puis je te réponds. Et donc à chaque fois ça s'est passé comme ça pour Kali. Je me suis dit comme je devais faire le choix, tu sais, par rapport à la personnalité, je me suis dit, je vois bien Kali déclamer ce poème. Donc, je lui en ai envoyé quelques-uns et il m'a dit, celui-là, moi, je veux bien. Et j'ai fait la même chose pour Chris Combette, que j'adore, en Guyane. Et quand il déclame un morceau de terre, mais je me dis, mais c'est juste magique. Et alors, la plus grande surprise est venue de la réponse positive, mais j'étais tellement heureuse. J'avais jamais entendu sa voix. J'ai essayé avec quelques interviews de m'imaginer sa voix sur de la poésie puisque c'est pas un chanteur. Oui, bien sûr. Et donc c'est quand j'ai contacté Manuel Césaire, qui est le directeur de la scène nationale de la Trium. En Martinique. Et donc alors je me suis dit mais pourquoi vous me faites cette demande? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis mais moi je vous vois bien par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous écrivez sur votre sur les réseaux sociaux, sur votre mur. J'ai dit vos poèmes ils sont juste magnifiques. Et donc il m'a dit oui je veux bien tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Et du coup mais il a une voix oui, et puis quand on écoute le poème qu'il déclame,
c'est super. Donc j'ai sollicité comme ça en Martinique aussi Valérie Gouy, qui est déjà lui, je connais, voilà, oui. et qui déclame plusieurs poèmes, et c'est magique. Et donc je peux pas tous les nommer, mais en Guyane, Emeline Octavie aussi, qui est connue déjà. Oui, très. Parce que c'est une très grande poétesse. Voilà, une très grande poétesse, une auteure. Elle est également slameuse, oui, comme tu disais. Et elle écrit aussi de super pièces de théâtre. Oui, les dramaturges aussi, oui. Ouais. Donc, elle m'a dit oui, avec une petite exigence. Elle m'a dit oui, je veux bien, mais dis-lui. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Et donc voilà, donc l'histoire a commencé comme ça. Et puis, toi aussi, Laure. Oui. Tu es dans cet audiobook avec une interprétation superbe. Merci beaucoup. et donc on retrouve mes filles, on retrouve plein de monde, dont Didier Manette, Manique. Et du coup, ce que je trouve super dans cet audiobook, c'est justement, tu sais, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir justement, tu vois, diffuser de manière beaucoup plus large, de vulgariser cette poésie. Parce que sur des personnes que j'ai sollicitées, même des artistes, qui ne sont pas forcément dans la poésie, tout à fait. Même si la musique, elle procure, on parlait ici de la poésie, ça procure des émotions, mais quand tu justement tu fais cette ouverture là et qu'après tu écoutes l'audiobook, c'est encore je ne sais pas comment dire, une nouvelle émotion, tu vois. C'est de se dire, tu vois, par rapport à la personne, l'appropriation et l'interprétation qu'elle en fait. C'est une émotion, et en même temps c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aimer en fin de compte la poésie. C'est comme quand tu écoutes de la musique, tu vas écouter par exemple une musique de jazz, tu n'aimes pas forcément ça, mais tu sais pas, tu peux pas expliquer parce que tu as la charge. Mais que ce morceau-là c'est l'émotion. Voilà, exact. Et donc c'est ce que l'audiobook fait. Voilà. D'accord. J'invite des personnes qui n'ont pas encore à se le procurer. Donc je rappelle effectivement, avant qu'on ne termine, que vous pouvez trouver donc le recueil dans toutes les librairies de la place, logiquement, hein. Mais pour l'audiobook, il faut que vous alliez sur la plateforme Une voix, une histoire, qui se trouve donc sur Internet, et vous verrez toute la procédure, pour pouvoir donc faire l'acquisition de cet audiobook. Vraiment, je vous le recommande. Moi, j'aime le support livre, mais quand c'est sorti l'audiobook, je l'ai acheté le jour même et je l'ai écouté, un pur bonheur. Et ce n'est pas parce que tu es là, je l'ai dit à Manique, je te l'ai dit aussi, c'est vraiment un pur bonheur d'entendre toutes ces voix, des voix d'hommes, des voix de femmes, et de voir effectivement que finalement la littérature permet, et la poésie permet de rassembler, parce que là il y a des voix de Guyane, des voix de Martinique, des voix de Guadeloupe, et en fait on est tous dans le Résilience Show. Merci beaucoup. Alors pour terminer, je vais te demander de nous lire le texte à la page 155, qui est vraiment dans l'esprit de La Voix des Marrons, qui s'appelle L'Esprit Nègre Marron. Oh. Et nous allons clore ainsi notre échange. Alors, l'Esprit Nègre Marron, c'est justement déclamé, pour ceux qui veulent connaître Kali en tant que poète. Que poète, exactement. C'est déclamé par Kali dans l'audiobook. L'Esprit Nègre Marron. Nègre devenu marron, valeureux ancêtre, prie pour nous, pour chaque être, pour ceux qui chantent, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui t'oublient, pour ceux qui t'implorent. Ton esprit marronne, toi notre mémoire, l'esprit nègre marron des criques, des mangroves, des aromans, l'esprit nègre marron des fleuves, des sources limpides, l'esprit nègre marron des cascades, des eaux pures jouant sur les rochers. L'esprit nègre marron de la comté, des eaux tristes et pesantes, l'esprit nègre marron des canaux créoles, des bougies pleines de vent, l'esprit nègre marron des pêcheurs, l'esprit nègre marron des champs de canne, des eaux de vie, du miel, l'esprit nègre marron des fleurs, des feuilles, des graines, des épines, l'esprit nègre marron de chaque habitation et de tous les chemins.
l'esprit nègre-marron de notre enfance, l'esprit nègre-marron de notre peuple, l'esprit nègre-marron de tous les amours, l'esprit nègre-marron de toutes les croyances, des cultes, des vénérations, l'esprit nègre-marron des processions, des fêtes, des pèlerinages, des chants, de la joie, l'esprit nègre-marron de chaque nuit, l'esprit nègre-marron de tous les jours, l'esprit nègre-marron de nos passions, de nos tristesses mélancoliques, de nos songes les plus doux, l'esprit nègre-marron des Kaseko, des Tambouillens, des Doko, l'esprit nègre-marron des bois de roses plaintifs, l'esprit nègre-marron des savanes roches, des palmiers solitaires, l'esprit nègre-marron de tous les rêves, du rythme et de l'harmonie, des tibois et du petit pas Nikamakak, de la fête de la liberté, l'esprit nègre-marron des rencontres et aussi des ruptures, l'esprit nègre-marron de toutes les vies, l'esprit nègre-marron de toutes les heures, l'esprit nègre-marron de notre gardien, esprit de tout notre peuple, maître de toute la lumière. Veille sur tes enfants. Merci beaucoup Patricia d'avoir été notre invitée. Je rappelle que nous recevions Patricia Triplé pour son recueil Résilience Cho, publié aux éditions Nègre-Marron et mis en voix sur la plateforme Une Voix, Une Histoire sur le nom de La Voix des Marrons. Nous te remercions d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alix. Une fois de plus, tu nous as ravis et appris des choses. Je vous remercie chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.